voici Nightfall, un jeu de construction de deck pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans. C'est un jeu de David Gregg, édité par Yellow et AEG. Au niveau matériel, nous avons plein de types de cartes différents qui vont être bien triées en début de partie et ainsi rangées dans la boîte. Il y a des petites mousses en fait pour séparer les cartes ainsi que des intercalaires comme ceci qu'on pourra disposer pour constituer des petits paquets de cartes identiques. Alors dans les cartes, nous avons tout d'abord des cartes avec marqué draft sur l'image. Il faudra toutes les prendre et les disposer ici dans le paquet draft. Ensuite, on va avoir des blessures. Il y a 3 types de blessures, des blessures coupures, des blessures morsures, des blessures brûlures. Elles seront bien mélangées et disposées dans le paquet blessures. Ensuite, nous avons des decks de départ. Ce sont des cartes comme les autres que l'on reconnaît, au fait que leur titre qui est marqué au milieu est en jaune. On va donc prendre 2 cartes de chaque type, donc par exemple 2 Charlotte Rae de chaque autre personnage, pour constituer chacun des decks de départ, qui sont donc constitués d'un paquet de 2 cartes de chaque personnage marquées en jaune. Enfin, nous avons 2 types de cartes différentes encore, marquées en rouge au centre, certaines avec un fond noir et certaines avec un fond blanc. On va les disposer en fait, chacune, il y en a 10 de chaque, dans ces petits paquets, ces petits decks qui vont être bien rangés dans la boîte. Pour commencer, chaque joueur va recevoir un deck de départ, constitué donc de 12 cartes, avec 2 cartes identiques de chacun des personnages, marquées en jaune. Donc chacun va prendre ce paquet et va pouvoir le disposer devant lui. On va pouvoir sortir les cartes draft, donc toutes les cartes draft vont être bien mélangées ensemble et disposées au centre du jeu pour l'instant. Et nous allons pouvoir aussi sortir les blessures qui vont être aussi bien mélangées et disposées au centre du jeu. Le reste, pour l'instant, reste dans la boîte de côté. Alors, on va prendre le paquet de blessures, on va bien le mélanger, le disposer face cachée au centre du jeu, et ensuite on va tirer sur le dessus du paquet 10 fois le nombre de joueurs. Donc si par exemple on joue à 3 joueurs, on prendra 30 cartes blessures, si on joue à 4, 40 cartes, si on joue à 5, 50 cartes blessures. Après avoir sélectionné toutes ces blessures en fonction du nombre de joueurs, on va les disposer ce paquet face visible par-dessus le paquet face cachée de blessures restantes. Chaque joueur a donc son deck de départ, le paquet de cartes blessures est laissé au milieu du jeu, on va prendre le paquet de cartes draft, on va bien le mélanger et on va en distribuer 4 cartes à chaque joueur. Les cartes draft restantes sont laissées face cachée au centre du jeu. Chacun va pouvoir donc consulter les cartes draft qui lui ont été distribuées, les 4 cartes, et il va choisir la première carte qui va constituer sa réserve de cartes personnelles. Effectivement, c'est un jeu de construction de deck, on va pouvoir acheter des cartes qui seront disposées au centre du jeu, tous les joueurs pourront en acheter, mais l'originalité de Nightfall, c'est que chaque joueur va aussi avoir 2 réserves personnelles, dans lesquelles il sera le seul à pouvoir acheter des cartes. Et c'est donc ces cartes que l'on va choisir grâce à ces cartes de draft. Donc le joueur regarde un peu les cartes, les lit, et il va choisir la carte qui lui plaît le plus pour constituer le premier paquet de sa réserve personnelle. Il va donc la placer face cachée devant lui, et ensuite il va tout simplement donner ces cartes restantes, les 3 cartes restantes, à son joueur de gauche. Et tout le monde va faire comme ceci en choisissant une de ces cartes et en donnant ces cartes à son joueur de gauche. Tout le monde se retrouve donc avec 3 cartes en main, va y choisir sa deuxième carte personnelle, va encore passer les 2 cartes restantes à son joueur de gauche, et dans les 2 cartes restantes données par son joueur de droite, il va choisir quelle carte va faire partie du paquet de pioche général où tout le monde pourra se servir. Donc il choisit laquelle des 2 en sachant que l'autre va être défaussé. Une fois qu'il a choisi cette carte, il va la poser face cachée au centre du jeu. Donc chacun va poser sa carte au centre, il y aura donc 4 cartes disposées. Les cartes qui n'ont pas été sélectionnées vont être mises de côté, on ne les utilisera pas pour cette partie. Dans mon exemple, on joue à 4 joueurs, chacun a donc sélectionné les 2 cartes qui sont face cachée devant lui, a disposé la 3e carte face cachée au centre du jeu, les autres ont été défaussés, et maintenant on va reprendre le paquet de draft restant, les cartes qui n'ont pas été distribuées en début de partie, et on va ajouter aux 4 cartes, enfin aux cartes qui sont au milieu, ça dépend du nombre de joueurs, un nombre de cartes pour arriver à 8 cartes posées au centre. Donc là, à 4 joueurs, par exemple, on va rajouter 4 cartes. Si on jouait à 3 joueurs, on aurait rajouté 5 cartes, par exemple.
Donc on rajoute ces 4 cartes-là. Les autres ne seront pas utilisées, elles sont remises donc avec les cartes défaussées et elles peuvent être replacées dans la boîte. Alors dans le cas où on joue à 2 joueurs, c'est un petit peu différent pour le draft, on distribue quand même 4 cartes, chaque joueur va d'abord choisir la carte qui sera défaussée, ensuite on passe les cartes à son voisin, on récupère les 3 cartes, on choisit celle qui fera partie de notre première réserve personnelle, on passe à son voisin, on placera la deuxième carte faisant partie de notre réserve personnelle, et la carte restante va constituer une des cartes du paquet central. On la pose au centre et donc on complète pour arriver à 8 cartes, c'est-à-dire avec 6 cartes supplémentaires du paquet de draft. Une fois que ceci est fait, chacun va tout simplement révéler les 2 cartes qu'il a sélectionnées pour lui et on va révéler les 8 cartes draft qui ont été choisies pour être placées au centre dans la réserve commune de tous les joueurs. On peut alors reprendre la boîte avec les petites réserves de chacune des cartes et on va remplacer les cartes draft par le paquet de 7 cartes correspondant. Donc là par exemple, attaque de flanc, je cherche le paquet de cartes attaque de flanc. Et je remplace ma carte draft par ce paquet-là que je dispose devant moi. Le paquet de cartes draft va être disposé à côté. Aucune des cartes draft ne sera utilisée pendant le jeu, c'est uniquement ces paquets qui vont les remplacer. Donc hop, on remplace horreur et stupéfaction par le paquet correspondant, et pareil aussi pour toutes les cartes qui sont ensemble. Ensuite, chaque joueur va disposer ses 2 réserves personnelles à sa gauche. À sa droite, il va bien mélanger son son deck de départ, et il va piocher les 5 premières cartes du dessus du paquet. Il va pouvoir consulter ces cartes, et ensuite, on va pouvoir commencer à jouer. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans Nightfall, nous sommes tous à la tête d'un groupuscule constitué de vampires, de lycanthropes et d'humains chasseurs, et on va tenter d'infliger un maximum de points de dégâts aux équipes adverses en posant ces créatures en jeu et en les attaquant, un petit peu sur le principe de Magic. Alors, à Nightfall, il y a seulement 2 types de cartes. Nous avons des cartes créatures et des cartes actions. Alors, les cartes actions, elles se reconnaissent parce que leur texte est marqué sur un fond gris, comme ceci, alors que les monstres les créatures, ont un fond noir, là où il y a écrit le nom du personnage, le nom de la carte. En haut, il y a la couleur de la carte qui est déterminée par cette grosse lune. En dessous, il y a des petites lunes qui vont servir à faire des enchaînements, nous le verrons plus tard. Ici, sur les bords de la carte, sur les monstres, il y a des espèces de petits traits comme ceci qui vont correspondre au point de vie de la créature. Évidemment, les cartes d'action n'ont pas ces petits traits de présent. En haut à droite, il y a un chiffre qui va correspondre à la force de la créature. Au milieu, il y a un chiffre correspondant au coût d'achat de la créature, un texte explicatif qui décrit les actions possibles avec la carte, et en dessous, un texte de pleine lune avec une pleine lune de représentée juste à côté. Alors en jeu, il y a 6 couleurs de cartes et chacun va débuter la partie avec un deck constitué de cartes avec un texte marqué en jaune, ce sont les cartes de départ, et elles ont la particularité d'avoir une pleine lune et une lune d'enchaînement de la même couleur. Donc en fait, on va se trouver qu'avec des cartes de ce type-là en début de partie en main. Alors je vous rappelle qu'on n'en tire que 5 et qu'on va débuter la partie avec 5 cartes en main. Alors, en cours de jeu, à commencer par le premier joueur, chacun va pouvoir réaliser les 4 phases correspondant à un tour de jeu. Lors de son tour, on va effectivement faire une phase de combat, une phase d'enchaînement, une phase d'achat et enfin une phase de fin de tour. Lorsqu'on aura terminé ces 4 phases, le tour passera au joueur suivant à sa gauche et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. Alors premièrement, pour la phase combat, le joueur va devoir obligatoirement attaquer avec toutes les créatures qu'il a en jeu. Alors en jeu, ça veut dire poser devant soi. Évidemment, en début de partie, le premier joueur n'a aucune créature de placer, il ne pourra donc pas réaliser cette phase de combat, et il passera immédiatement à la phase suivante, qui est la phase d'enchaînement. Alors la phase d'enchaînement, ça va être la phase lors de laquelle on va poser des cartes en jeu. On va pouvoir choisir une carte et la disposer devant soi pour commencer un enchaînement. Alors l'enchaînement n'est pas obligatoire. Lors de son tour, on peut décider de passer cette phase, mais bien sûr, il est plus intéressant de réussir à poser des cartes afin de faire leur effet. Une fois que j'ai posé ma première carte, on les pose comme ceci en diagonale pour savoir qu'elles font partie de l'enchaînement et non pas des cartes que l'on a déjà placées devant soi. On a droit de poursuivre son enchaînement.
Alors comment est-ce qu'on poursuit son enchaînement? Eh bien grâce aux petites lunes qui sont décidées à côté de la grosse lune correspondant à la couleur de la carte. Par-dessus une carte que je pose en enchaînement, je peux ajouter une autre carte qui va avoir comme couleur une couleur correspondant à la petite lune de la carte précédemment jouée. Donc là, par exemple, jaune, la petite lune est jaune, j'ai donc le droit de poser une autre carte de ma main qui a une grosse lune jaune. Donc par exemple, j'aurai parfaitement le droit de poser celle-ci, on les pose comme cela, en diagonale, si on fait un enchaînement. Bien sûr, si je ne peux pas faire d'enchaînement et que je pose une carte et que je ne désire pas ou n'ai pas de carte supplémentaire à jouer, eh bien j'en en pose qu'une pour commencer l'enchaînement. Alors, l'originalité de l'enchaînement, c'est qu'une fois que j'ai terminé de poser toutes les cartes faisant partie de mon enchaînement et que je décide de m'arrêter là, eh bien, les autres joueurs vont pouvoir poursuivre l'enchaînement que j'ai commencé. On va faire dans le sens des aiguilles d'une montre, le deuxième joueur va pouvoir lui aussi poursuivre l'enchaînement que j'ai commencé, ensuite on passera au joueur suivant qui pourra compléter l'enchaînement poursuivi par le deuxième joueur, et le quatrième joueur, par exemple, dans une partie à 4, pourra finir l'enchaînement s'il le souhaite. On ne fera qu'un seul tour de pose de cartes d'enchaînement, mais par contre, lors de cette phase, chaque joueur peut poser plusieurs cartes qui s'enchaînent. Donc imaginons qu'on passe au deuxième joueur, que celui-ci est aussi une carte ayant du jaune. On regarde la dernière carte jouée, donc là j'ai joué en deuxième un Bad Smoke qui a une lune jaune. Mon autre joueur peut lui aussi poursuivre l'enchaînement en plaçant devant lui une autre carte jaune, poursuivre son enchaînement en posant encore une autre carte jaune. On passe au joueur suivant qui lui aussi peut compléter, imaginons qu'il décide de ne pas le faire parce qu'il n'a pas de carte. On passe au dernier joueur qui peut lui aussi poser, s'il le veut, une carte correspondant à la dernière petite lune jouée, donc là c'est une petite lune jaune, donc il peut mettre une carte avec une grosse lune jaune devant lui. Une fois qu'on a fait un tour de jeu comme ceci, on va résoudre les cartes dans l'ordre de la dernière jouée à la première jouée. Donc celle-ci va être jouée en premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième carte. Alors dans cet exemple, le dernier joueur a joué une carte Bad Smoke. On regarde le texte, il y a marqué « En jeu, il se passe quelque chose » et « En jeu, il se passe encore quelque chose ». Alors là, ce n'est pas en jeu puisque nous sommes en cours d'enchaînement. Donc s'il y avait eu marqué enchaînement 2 points quelque chose, on aurait réalisé immédiatement l'action marquée sur la carte. Là, comme c'est une créature, elle n'a pas de capacité particulière qui se déclenche pendant l'enchaînement, on va tout simplement la poser en jeu. Ce joueur a donc une créature de poser en jeu. Attention, les autres qui ne sont pas encore résolus dans l'enchaînement ne sont pas encore en jeu. Donc une fois qu'il a posé sa carte, on passe à la résolution de cette carte. Donc là, évidemment, comme c'est le début du jeu, c'est tous des Bad Smoke. Donc il va pouvoir poser ces deux cartes en jeu devant lui. Moi ensuite, avec la deuxième et la première que j'ai jouée. Cette phase est donc terminée. On peut alors passer à la phase 3, qui est la phase d'achat. Je vais donc pouvoir acheter des cartes qui se trouvent dans la réserve commune, ou bien dans les réserves qui me sont personnelles. Pour pouvoir acheter ces cartes, je vais devoir payer le coût qui est marqué donc en jaune ici à côté du texte de la carte, si je veux l'acheter, et ce coût, je vais le payer en influence. À ce moment-là du jeu, lorsque je passe en phase d'achat, je reçois directement et gratuitement 2 points d'influence. Et à ces 2 points, je vais pouvoir ajouter des points supplémentaires en défaussant des cartes de ma main dans ma défausse qui se trouve à côté de ma pile de pioches. Donc, par exemple, là, j'ai déjà joué 2 cartes, il me reste 3 cartes en main. Eh bien, soit je peux acheter une carte qui coûte 2 gratuitement, soit je peux défausser une ou plusieurs cartes de ma main pour acheter une carte qui coûte plus cher. En défaussant les 3, ça me fera par exemple 5, je pourrai acheter une carte qui vaut 5. Mais attention, je peux aussi acheter plusieurs cartes lors de cette phase. Donc en dépensant ces 3 et avec les 2 bonus que j'ai déjà, je peux acheter plusieurs cartes pour un total de 5. Donc par exemple une carte qui vaut 3 et une carte qui vaut 2. Imaginons donc que je décide justement de défausser 3 cartes pour avoir 5 points. Je décide d'acheter un Zacharias Sand qui coûte 3 et une Lilith Laurence qui coûte 2. Les cartes que j'achète, je vais immédiatement les défausser dans ma défausse avec les cartes que j'ai jetées pour avoir le bon nombre de points pour pouvoir les acquérir.
Enfin, je vais passer à la phase de fin de tour. Je vais piocher tout simplement des cartes pour compléter ma main à 5 cartes. Là, comme j'ai tout défaussé, je n'ai plus de cartes en main, et bien je vais repiocher 5 cartes sur le dessus de mon paquet pour compléter ma main. Si jamais il y a des blessures dans les cartes que j'ai récupérées ou que j'avais déjà, à ce moment-là, je pourrais faire une action spéciale, mais évidemment, en début de partie, ce n'est pas le cas. On passe donc au tour du joueur suivant. Le joueur suivant commence par sa phase d'attaque, il est donc obligé d'attaquer avec toutes les créatures qu'il a en jeu. Il en a déjà placé 2 grâce à l'enchaînement que j'ai lancé, il pourrait donc attaquer avec celle-ci. Mais là par contre, dans mon exemple, c'est un petit peu particulier puisqu'il a posé des Bat-Smoke qui ont une force de 0. Lorsqu'on a des cartes avec une force de 0, celles-ci ne vont pas attaquer, elles serviront uniquement pour se défendre. Donc ce joueur va pouvoir passer sa phase d'attaque sans attaquer, et il va pouvoir passer à la phase suivante. Il passe donc à la phase d'enchaînement et décide de jouer une carte Gigi Mactig, ce qui est donc une carte avec une lune rouge et une petite lune rouge. Il en pose qu'une seule et il dit qu'il a fini son enchaînement. On passe donc au joueur suivant qui, s'il a une carte rouge, peut la poser. Il décide d'en poser une. Le joueur suivant qui peut compléter à partir de celle-ci, c'est encore une lune rouge. Il décide aussi de jouer une Gigi Mactig devant lui, et enfin on termine par moi aussi j'en ai une, je peux donc la poser devant moi. On les résout en commençant par la dernière. Alors attention, sur cette carte on regarde et il y a un pouvoir d'enchaînement. Il y a marqué enchaînement 2 points, infliger 2 dégâts à une créature. Comme on commence par la dernière carte posée, c'est moi qui vais pouvoir infliger 2 points de dégâts à la créature de mon choix. Mais attention, je ne peux pas viser les autres Gigi Mactig puisqu'ils ne sont pas considérés comme étant encore des créatures. Pour l'instant, ils sont dans un enchaînement. Je ne peux donc viser que des cartes créatures qui sont disposées devant les joueurs. Imaginons que je souhaite embêter le joueur dont c'est le tour, et donc je vais lui viser un de ces Bat-Smoke. Alors comment est-ce que les créatures vont perdre des points de vie? Nous avons vu qu'il y a des petits traits qui représentent le nombre de points de vie qu'ont les créatures. Donc un Bat-Smoke par exemple a 4 points de vie en début de partie. À chaque fois qu'il va perdre des points, on va tout simplement incliner la carte sur la droite, de façon à faire perdre petit à petit des points de vie à la créature. Donc là, il a 4, 3, 2, 1, et si jamais on lui inflige un dernier point de dégâts, il sera définitivement tué. Donc là, je lui inflige donc 2 points grâce à mon pouvoir, tac tac. On va donc placer le 2 en haut, et il va disposer la carte devant lui retournée pour voir qu'il ne lui reste plus que 2 points de vie. Ensuite, ma créature va pouvoir être placée avec les autres créatures, puisque c'était une carte créature que je viens de jouer. On passe à la résolution de l'autre Gigi Mactig, l'avant-dernier qui avait été joué. Il décide d'infliger 2 points de dégâts à une créature. Oh, je viens juste de poser celle-ci en jeu, il décide de la cibler pour m'embêter. Il lui fait perdre donc 2 points de vie. Malheureusement, elle n'a qu'un point de vie maintenant qu'elle est en jeu. Pan, elle est morte. À ce moment-là, je vais la défausser. Alors normalement, les cartes sont défaussées dans notre pile de défausse. Mais pour les cartes de début de partie, celles qui ont un texte en jaune, elles vont être exilées. Exilées, ça veut dire qu'elles vont être définitivement défaussées et remises dans la boîte. Je ne pourrai plus les utiliser. Donc celle-ci est remise dans la boîte. Il peut alors placer sa créature en jeu à côté de son autre créature, s'il en avait déjà. On repasse à lui qui inflige aussi 2 points de dégâts à qui il le souhaite. Il décide d'infliger 2 points de dégâts à cette créature que j'ai déjà blessée. Il ne lui restait plus que 2 points de vie. C'est un Bat-Smoke. Dès qu'il est mort, c'est une carte jaune. Elle est défaussée aussi définitivement du jeu. Cette carte arrive en jeu, on passe au joueur qui avait joué en premier l'enchaînement, il récupère sa carte et inflige 2 points de dégâts à qui il souhaite. Il décide de l'infliger à mon Bat-Smoke par exemple, pour se venger un petit peu du mal que je lui ai fait. Je la place donc avec 2 points de vie. Le joueur passe donc à la phase d'achat, il décide de défausser 2 cartes qui s'ajoutent aux 2 points qu'il a déjà pour faire 4 points, et avec 4 points, il décide d'acheter une carte de sa réserve personnelle qui coûte 4, et il la place dans sa défausse. Ensuite, il finit son tour en faisant sa phase de fin de tour, où il va piocher de façon à compléter sa main à 5 cartes, comme il a tout défaussé, il repioche tout simplement 5 cartes. Et enfin,
On passe au tour du joueur suivant, puisqu'il n'a pas tiré de blessure, évidemment, personne n'a encore été blessé. Le joueur suivant qui se trouve en face commence par sa phase d'attaque, et il est obligé d'attaquer avec les créatures qu'il a. Là, il a un Jiji-Makti, et il va donc pouvoir attaquer n'importe quel joueur avec celui-ci. Quand on déclare une attaque, on est obligé d'attaquer avec toutes ces créatures, on peut attaquer deux joueurs différents, en répartissant comme on le souhaite les créatures que l'on a, mais là, en l'occurrence, il n'a qu'une créature, il va donc choisir un seul joueur autour de la table. Imaginons qu'il me choisisse moi, décidément, ils sont tous contre moi. Il décide de m'attaquer avec. Alors, pour les attaques, comment ça se passe? Eh bien, on va tout simplement regarder la force de la créature. Effectivement, le texte d'enchaînement ne marche que pendant un enchaînement, et là, c'est terminé. Donc là, en fait, il va m'attaquer avec une force de 2, et donc je vais devoir décider, est-ce que je défends avec une créature, est-ce que je défends avec deux créatures, puisque là j'en ai deux, est-ce que je défends pas du tout, et que c'est moi qui vais prendre les blessures. Si je décide de défendre avec une créature, eh bien la créature attaquante va infliger ses points de dégâts à la créature qui défend. Par contre, la créature qui défend n'infligera pas de points de dégâts à la créature attaquante. C'est juste les points de dégâts qui vont être infligés à la créature qui sont pris en compte. Donc là, il a 2 points d'attaque. Si je décide de défendre avec ce Bat-Smoke qui n'a plus que 2 points de vie, celui-ci va mourir. Si je défends avec celui-là, je vais donc devoir retourner ma carte pour montrer qu'il ne lui reste plus que 2 points de vie. Et si je désire prendre les points de dégâts, normalement, je devrais prendre 2 cartes blessures sur le dessus du paquet de cartes blessures. Mais là, en l'occurrence, le cas est un petit peu particulier, car le Bat-Smoke a une capacité spéciale. Il y a marqué « En jeu, cette carte bloque les dégâts qui vous sont infligés ». Donc ce qui veut dire que même si je choisissais de prendre les dégâts moi-même, eh bien, je serais obligé d'être défendu par un ou plusieurs de mes Bat-Smoke. Alors imaginons que je décide de faire ça, je prends 2 points de dégâts, je décide que ce Bat-Smoke va prendre 1 point de dégâts et que celui-ci va prendre 1 point de dégâts. Comme ça, j'ai réparti un petit peu mes points de dégâts. Et je ne prends pas de carte blessure. Alors, dès que l'attaque est terminée, en revanche, le joueur est obligé de défausser toutes les cartes qui ont attaqué. Donc là, comme il vient d'attaquer avec cette carte-là, il est obligé de la défausser immédiatement après l'attaque. Comme c'est une carte avec un texte en jaune, il ne la défausse pas dans sa défausse, mais on va l'exiler, c'est-à-dire la retirer définitivement du jeu. On poursuit donc avec l'enchaînement. Imaginons qu'il décide de poser 2 ghouls qui sont des cartes violettes. Le joueur suivant peut en poser aussi, il en pose une, j'en pose une, le dernier en pose 2. On les résout ensuite dans l'ordre en commençant par la dernière. La capacité spéciale de la ghoul lors d'un enchaînement est d'infliger 1 point de dégâts au joueur ciblé. Ce joueur donc décide que sa dernière ghoul jouée va infliger 1 point de dégâts au premier joueur, celui qui vient de lancer l'enchaînement. Il va donc prendre une blessure car il n'a rien pour le défendre. Il va donc piocher la carte du dessus du paquet, je vous rappelle que les blessures sont face visible, et il va devoir la placer dans sa défausse immédiatement. La ghoul est donc mise en jeu, et il va pouvoir agir avec la deuxième. Il décide d'infliger encore une autre blessure au même joueur. Hop, il met la ghoul en jeu devant lui. Ensuite, c'est à moi d'infliger un point de dégâts. Je décide de l'infliger par exemple à mon joueur de gauche. Celui-ci a un Bat-Smoke qui le protège donc contre les attaques directes qui lui ont été infligées. C'est donc le Bat-Smoke qui prend le dégât à sa place. Il le place comme ceci devant lui pour montrer qu'il ne lui reste plus que 3 points de vie. Je mets ma créature en jeu. On passe au joueur suivant qui lui aussi va infliger un dégât au joueur de son choix. Il décide de me l'infliger à moi. Je décide donc de défendre avec mon Bat-Smoke qui récupère celui-ci. Il ne lui reste plus que 2 points de vie. Et enfin, lui, il lui reste 2 points à infliger avec les 2 ghouls qu'il avait placés en premier. Il les place devant lui. Il décide de m'infliger 2 points. Je décide donc de perdre ce Bat-Smoke qui est donc définitivement défaussé. Et celui-ci va prendre un dégât supplémentaire. Le tour est terminé, enfin cette phase est terminée. Ensuite on passe à la phase d'achat, il décide par exemple d'acheter une carte pour 2 et de ne pas défausser des cartes de sa main, et à la fin de son tour il va piocher pour compléter sa main à 5 cartes, comme il n'en a que 2, il va récupérer 3 cartes, et son tour est terminé, on passe au joueur suivant. Alors lors de sa phase d'attaque, ce joueur décide de m'attaquer moi avec ses 2 créatures, effectivement son Bat-Smoke qui a 0 d'attaque n'attaque personne, et donc il décide de m'attaquer moi personnellement. Alors je vous rappelle qu'il aurait très bien pu attaquer 2 joueurs différents avec chacun une créature par exemple, mais là il décide de
de concentrer ses efforts sur moi et de m'attaquer avec ces deux créatures à la fois. Il est obligé d'attaquer, il n'a pas le droit de dire j'attaque pas avec mes créatures. À chaque début de tour, lors de la phase de combat, obligation d'attaquer. Donc il m'attaque, et moi j'ai deux créatures qui n'ont qu'un point de vie chacune. Celle-ci a 2 d'attaque, celle-ci a 2 d'attaque. Je vais donc décider soit de laisser passer les deux, mais comme j'ai un Bad Smoke, il va me permettre de perdre, enfin il va permettre de prendre lui un point de dégâts, et les 3 points de dégâts restants, c'est moi qui vais les prendre sous forme de carte blessure. Soit je peux décider de défendre avec les deux créatures contre une. À ce moment-là, mes deux créatures vont mourir, l'autre n'est pas défendu, je vais donc prendre 2 blessures. Ou sinon, je peux décider de défendre chacune des deux créatures avec une des miennes. Mais attention, les points de dégâts en plus de ce qui est nécessaire pour tuer ma créature vont m'être infligés à moi. Donc par exemple, si je défends avec une créature qui a 1 contre une créature qui a une attaque de 2, la créature meurt, elle prend son point de dégâts, et le point de dégâts restant, c'est moi qui vais le prendre. Donc en fait, ça ne change rien. Si je défends les deux créatures, si chacune de mes deux créatures défend contre un attaquant, ou si les deux défendent contre le même, ça ne changera rien au fait que je vais perdre mes deux créatures, et que je prendrai 2 blessures sur le dessus du paquet de blessures, et que je serai obligé de les mettre dans ma défausse. Ensuite, je vous le rappelle, les créatures ayant attaqué sont défaussées. Comme ce sont des créatures de début de partie en jaune, elles sont définitivement exilées et non pas remises dans ma défausse. Et ensuite, ce joueur va pouvoir réaliser ses enchaînements, faire ses achats, faire la fin de son tour pour repiocher des cartes, et ainsi de suite. Le jeu va se poursuivre comme ceci à tour de rôle. Alors, quelques petites précisions de règles. Lors de la phase d'achat, lorsque je défausse des cartes pour pouvoir acheter des cartes, j'ai parfaitement le droit de défausser plus de cartes que nécessaire pour en acheter. Par exemple, j'ai 2 points, je peux décider de défausser mes 3 cartes pour que ça fasse 5 points d'achat au total, et finalement n'acheter qu'une carte qui vaut 4. Il n'y aura pas de pénalité supplémentaire, et ça me permet ainsi de me débarrasser de cartes dans ma défausse, de façon à pouvoir piocher à la fin de mon tour plus de cartes que prévu. Alors attention, à partir du moment où je vais piocher la dernière carte de mon paquet, eh bien évidemment, je vais devoir piocher d'autres cartes si nécessaire. Je vais devoir à ce moment-là mélanger mon paquet de défausse et repiocher par-dessus. Donc les cartes que j'ai achetées précédemment vont petit à petit arriver, mais je vais aussi petit à petit piocher des cartes de blessure. Alors que se passe-t-il si jamais je pioche des cartes de blessure? Imaginons par exemple que je complète ma main à 5 cartes lors de la fin de mon tour et que j'ai pioché une blessure. Et bien après avoir pioché pour compléter ma main à 5 cartes, si j'ai une ou plusieurs blessures en main, j'ai le droit de les défausser immédiatement. Donc par exemple, je pourrais décider de la défausser, et c'est marqué dessus, pour avoir le droit de piocher 2 cartes à la place. Donc je peux défausser celle-ci et piocher 2 cartes supplémentaires à ajouter à ma main. Ce qui fait que je dépasse le total de 5 cartes à la fin de mon tour, mais c'est pas grave, on a parfaitement le droit d'avoir plus de 5 cartes en main. Si par contre on arrive à la fin de son tour et qu'on a 5 cartes ou plus en main, eh bien on ne pioche tout simplement pas de nouvelles cartes. Alors attention par contre, je ne peux faire cette pioche de cartes grâce aux cartes blessures que j'ai en main qu'une seule fois. Donc par exemple, j'ai pioché, j'ai 5 cartes en main, je défausse, je repioche 2 cartes, et je viens de piocher une nouvelle blessure, je ne peux pas le refaire, je suis obligé de m'arrêter là, et c'est seulement au tour d'après que je pourrais tenter de me débarrasser de cette blessure en la défaussant à la fin de mon tour. Si, lors d'un tour de pioche, après avoir pioché par exemple mes 5 cartes, j'ai plusieurs blessures, je peux défausser plusieurs blessures d'un coup pour piocher là 2 cartes par blessure, donc c'est-à-dire 4 cartes supplémentaires à ajouter à ma main. Alors nous avons vu qu'en début de partie, nous n'avons que des cartes qui ont une grosse lune, c'est-à-dire une couleur de carte et une couleur de petite lune qui permet de faire l'enchaînement identiques. Mais au fur et à mesure du jeu qu'on va acheter les nouvelles cartes, eh bien celles-ci se présentent sous cette forme, avec une couleur de carte et des petites lunes qui ne correspondent pas. Et donc il va falloir tenter de faire des enchaînements et d'acquérir des cartes qui puissent nous permettre de faire les enchaînements les plus intéressants possibles. Si par exemple je pose cette carte en premier, une carte rouge avec 2 petites lunes, je peux placer par-dessus donc une carte avec une grosse lune violette ou une grosse lune jaune. Donc là par exemple, je pourrais parfaitement poser celle-ci. Ensuite, il y a une petite lune jaune ou rouge, je peux donc poser par-dessus une carte avec une grosse lune jaune. Là par contre, il n'y a plus qu'une petite lune jaune, je ne peux donc poser par-dessus qu'une carte avec une petite lune jaune.
J'ai fini mon enchaînement, le joueur suivant peut poursuivre en fait, mon enchaînement avec une carte avec une grosse lune jaune, et peut-être que lui aussi va pouvoir réaliser un enchaînement, et puis ainsi de suite tout autour de la table. Alors attention, sur les cartes de base, il n'y a pas de pleine lune dessinée en bas, mais par contre sur toutes les autres cartes, il y a une carte de pleine lune. Alors à quoi servent ces cartes de pleine lune? Eh bien elles vont se déclencher si la carte sur laquelle celle-ci est posée a une grosse lune de la couleur de la pleine lune posée. Donc là, dans cet exemple, par exemple, je pose une carte jaune, je peux, parce qu'il y a une petite lune jaune, donc je pose une grosse lune jaune, et en plus, la carte présente une pleine lune violette, et elle vient d'être posée sur une carte avec une pleine lune violette. Lors de la résolution de cette carte, je vais donc faire le premier texte, et aussi le deuxième texte qui est marqué. Donc là, par exemple, dans le cas de Big Ghost, en général c'est des pouvoirs assez puissants car ils sont difficiles à faire, pleine lune, infliger un dégât à chaque joueur autour de la table. Nous avons vu pour l'instant les cartes de créatures. Lorsqu'elles sont résolues, on regarde si elles ont un texte d'enchaînement qui est effectué et ensuite elles sont posées devant nous dans notre panel de créatures qui pourront attaquer au tour d'après. Mais par contre, pour les cartes avec un fond blanc comme ceci, les cartes actions, eh bien on va juste faire ce qui est marqué dessus avant de défausser la carte dans notre défausse. Alors je vous rappelle que toutes les cartes qui ont un texte rouge, c'est-à-dire toutes les cartes qu'on achète au fur et à mesure du jeu, au lieu d'être exilées, c'est-à-dire retirées définitivement du jeu comme les cartes jaunes que l'on a en début de partie, eh bien elles seront replacées dans notre défausse, et donc c'est des cartes que l'on va sans arrêt repiocher. Alors, quand se termine le jeu? Eh bien, le jeu va se terminer lorsqu'on va piocher la dernière carte de blessure face visible. Effectivement, nous avons vu que nous avons mis un paquet de cartes face visible par-dessus le paquet de cartes blessure restantes. Donc, dès qu'on va tomber sur une carte blessure qui est face cachée, ça voudra dire que le jeu se termine. On va quand même poursuivre le combat en cours, s'il y a un combat qui est en train d'être résolu, ou bien on va finir l'enchaînement en cours, puisque ça peut être au cours d'un enchaînement qu'on récupère ça, et une fois qu'on aura terminé cet enchaînement, chaque joueur va pouvoir prendre toutes les cartes de son paquet, toutes les cartes qu'il a placées devant lui, toutes les cartes de sa défausse, et on va pouvoir compter toutes les blessures que l'on a récupérées. Chacun prend toutes ses blessures. Le joueur qui a récupéré malheureusement le plus de blessures a perdu la partie, et celui qui en a le moins a gagné. Alors nous avons vu qu'il y a 3 types de blessures, des morsures, des brûlures et des coupures. Alors en cours de jeu ça ne sert à rien, mais par contre en fin de jeu, en cas d'égalité au nombre de cartes entre plusieurs joueurs, si par exemple plusieurs ont le même nombre de cartes et on ne sait pas qui gagne, à ce moment-là on va les répartir en types, et le joueur qui a le plus de cartes dans un type de blessure sur les deux a perdu la partie. S'il y a encore une égalité, on comparera les deuxièmes blessures qu'on a pris le plus, enfin les troisièmes blessures qu'on a pris le plus, et s'il y a encore une égalité qui persiste, c'est quand même assez rare, le gagnant sera celui qui était le dernier dans l'ordre du premier tour, c'est-à-dire par rapport au premier joueur, c'est celui qui est situé à sa droite qui l'emportera. Alors, vous l'aurez compris, si vous les espérez gagner, vous avez plutôt intérêt à prendre des blessures de type différent, un petit peu réparties partout, puisque si vous prenez que du même type de blessure, eh bien vous risquez de perdre la partie. Je vous rappelle que les cartes blessures sont placées face visible, qu'on voit donc la première carte qui sera attribuée à un joueur, et que lors de la répartition des dégâts, ça peut influencer aussi les attaques à qui on va les réaliser pour faire prendre un type de blessure identique au même joueur, par exemple. Donc il y a aussi un petit peu de mémoire sur le nombre de blessures que les joueurs auront récupérées aussi à l'intérieur de leur paquet, puisqu'il va falloir essayer de se rappeler qui a combien de blessures à peu près pour tenter de remporter la partie. Alors pour terminer, nous allons juste voir les cartes de base, celles qu'on a dans les decks de départ, un petit peu leur capacité spéciale, et les autres je vous les laisse découvrir en jouant, car il y a plein de capacités spéciales et des combos magnifiques à réaliser, mais ça fait partie du plaisir du jeu de les découvrir. Alors nous avons la goule enragée que nous avons vu un petit peu tout à l'heure, lors de l'enchaînement, c'est-à-dire lorsqu'on la pose sur la table, elle va déjà infliger un dégât au joueur ciblé,
et en plus elle a une force d'attaque de 2 en tant que créature. Le Bad Smoke, nous l'avons vu, c'est la seule carte qui reste en jeu tant qu'elle n'est pas détruite, c'est marqué dessus en fait en deuxième capacité spéciale, donc ça permet de bien se défendre, et en plus lorsque c'est le joueur qui va prendre des dégâts par des cartes spéciales, eh bien le Bad Smoke prendra les dégâts à sa place. Alors ce n'est pas un choix, hein, on est obligé de le faire, donc ça fait tuer les Bad Smoke plus rapidement. Gigi Matig, nous l'avons vu aussi tout à l'heure, il a 2 points d'attaque et lors de l'enchaînement, il permet d'infliger 2 dégâts à une créature. Alors là, par contre, c'est la créature qui est ciblée. Les points de dégâts en plus qui la tuent, si par exemple la créature n'a qu'un point de vie, ne sont pas infligés au joueur qui la contrôle. Ensuite, nous avons Charlotte Ray qui permet de piocher 2 cartes. Alors, lors de l'enchaînement, c'est bien si vous avez vos 2 cartes Charlotte Ray à jouer d'affilée, car elles vous permettront de piocher chacune 2 cartes supplémentaires et donc de se retrouver avec plus de 5 cartes en main à la fin de son tour, par exemple. Nous avons Yuri Prokofiev, il y en a 2 évidemment, hein, tout le monde a 2 cartes de chaque en début de partie, qui permet de gagner 2 points d'influence. Alors les points d'influence, c'est les points qui nous permettent d'acheter des cartes. Je vous le rappelle, on en a 2 à chaque tour, mais si vous avez joué des Yuri Prokofiev pendant votre tour d'enchaînement, vous pouvez avoir des points en plus. Donc si vous jouez les 2 par exemple, vous aurez 6 points de base pour pouvoir acheter des cartes lors de votre tour. Alors attention, on ne peut acheter des cartes avec les points d'influence que pendant son propre tour. Donc cette carte, en fait, n'est pas très intéressante à jouer pendant le tour des autres joueurs, à moins que vous ayez envie d'avoir une créature qui vous défende. Mais par contre, cette capacité spéciale, lors d'un enchaînement qui ne correspond pas à votre enchaînement, eh bien, ne sert à rien. D'ailleurs, c'est précisé sur la carte, votre enchaînement, c'est-à-dire celui du joueur qui le lance. Enfin, nous avons Genesis One, qui permet en fait d'exiler une carte ciblée de sa défausse lors de l'enchaînement. Alors à quoi ça sert? Eh bien, ça va surtout servir à se guérir. Effectivement, si vous jouez Genesis One alors que vous avez des cartes de blessure dans votre défausse, alors attention, c'est dans la défausse, hein, pas dans la pioche, eh bien vous pourrez retirer cette carte blessure de la partie, et donc ça vous permet de vous soigner un petit peu. Voilà donc pour Nightfall, un excellent petit jeu de deck à construire entre Dominion et Magic, hein, puisqu'il y a aussi un petit peu du Magic à plusieurs, où on décide de qui c'est qu'on va faire perdre, en essayant de se rappeler qui a combien de points de dégâts. Enfin voilà, il y a aussi pas mal de discussions autour de la table, puisqu'on peut attaquer n'importe quel joueur. Donc c'est très sympa, avec une ambiance assez noire, assez glauque, qui change un petit peu aussi dans le thème. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.